Monsieur Lakhdar Brahimi, parmi les signaux que vous allez donner encore, nous avons failli l'oublier. Vous ne pouvez pas appeler à une réunion extraordinaire des chefs d'État. Ça, vous ne pouvez pas. La RAL, vous ne pouvez pas. Normativement, positivement, juridiquement, vous ne pouvez pas le faire. Appelez à une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères des pays d'Afrique du Nord. Appelez à une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine. Appelez à une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères et des ministres de l'Intérieur, des états-majors des armées de la Méditerranée. Les armées, les états-majors, ils doivent se retrouver à Alger, de préférence à Alger. Il y aura de la... Nous allons jouer contre la montre, là. Nous allons dire les choses comme... Est-il possible de lancer... non. Appeler aussi à une réunion exceptionnelle des ministres des Affaires étrangères des pays arabes et insister auprès de l'Arabie Saoudite et du Qatar de coopérer pour la paix. Nous disons bien, insister auprès de l'Arabie Saoudite et du Qatar pour que ces deux pays coopèrent en faveur de la paix en Algérie. Compatriotes d'Algérie, bonjour. Nous souhaitons nous adresser à monsieur Lakhdar Brahimi. La situation dans notre pays, l'Algérie, est explosive. Actuellement, elle est en situation d'impasse, alors que le blocage aurait été mieux. Nous pensons que le risque de conflit armé devient de plus en plus élevé. Donc, nous allons continuer à faire de notre pour éviter un conflit armé, pour éviter la dégénérescence, pour éviter la violence. Donc, rapidement, nous allons nous présenter Chérif Aïssat. Donc, globalement, d'un point de vue idéologique, nous sommes arabistes, pour ne pas dire antirationalistes, antimarginalistes, libéral dans son acception. Nous précisons libéral dans son acception. Amazir est libéral. Du point de vue économique, nous avons défendu des positions que même le plus extrémiste de l'extrême gauche algérienne ne pourra même pas parler, ne pourra même pas citer. Donc voilà, notre objectif c'est la paix et l'intégrité du territoire, et la paix et l'intégrité du territoire en Algérie, plus bien sûr la paix dans toute l'Afrique du Nord, bien sûr, cela va de soi, ne peuvent se réaliser sans la majorité pleine et entière de notre patrie. Pour les autres pays, bon, les peuples peuvent agir dans la cadence, dans les modalités qui leur plaisent. Depuis 2014, nous avons attiré l'attention d'un risque de conflit potentiel, conflit armé potentiel à partir du sud de l'Algérie. C'est depuis 2014. Donc, depuis cette année, nous avons, pendant que nos compatriotes algériens, les médias, les ministres, les hommes politiques, etc., les autres stars de l'espace médiatique, informationnel, parlaient, manipulaient Tamazirt, la langue, parlaient en voyant détention pour des motifs politiques certains activistes en Algérie. Nous pensons à Mzab, nous pensons à notre compatriote de Béjaïa qui vient d'être libéré. Nous avons attiré l'attention sur le risque de conflit et la politique monétaire essentiellement en Algérie, c'est-à-dire les programmes d'ajustement structurel du FMI et les programmes de réforme de la Banque mondiale, plus connu sous le terme de consensus de Washington. Donc nous avons attiré, nous allons continuer à parler de paix, à agir pour la paix en Algérie et pour la majorité bien sûr.
Donc, toujours dans la paix, nous avons appelé, nous avons invité, nous avons appelé, nous avons même supplié les Algériens de demeurer pacifiques parce qu'avec la paix, ils étaient en train de gagner. Nous avons appelé, nous avons invité des généraux, des généraux, Yamin Zaroual, Khaled Nzar, Mohamed Toufiq, plus Mohamed Touati a appelé à la paix, ça c'est la première. Deuxièmement, a demandé à la France, en ces termes, de nous foutre à la paix. Ça, nous l'avons demandé. Nous sommes adressés publiquement à M. Ali Belhaj pour appeler à la paix. Nous avons tenté par d'autres canaux de communiquer avec lui et nous avons appelé les Algériens à demeurer solidaires, quoi qu'il en coûte, avec les soldats algériens en général et ceux postés au niveau des frontières sud et sud-est essentiellement, mais même sud-ouest. Mais le plus grand danger vient du sud et du sud-est, de l'Algérie. Donc voici ce dont nous avons appelé. Nous allons aborder certains concepts probablement avec M. Lakhdar Brahimi et son statut de diplomate à l'ONU. Nous allons aborder certains concepts. Nous avons tous traités soit dans des vidéos, des analyses comme ça, de ce type, ou bien dans nos publications elles sont là, sur le centre, auprès du Centre de recherche sur la mondialisation, le Global Research Center, Ottawa. En parallèle, donc, nous avons publié, nous avons fait quelques présentations, donné une conférence à l'Université de Montréal. Nous avons publié 2 ouvrages. Le livre de la jarre pour la patrie qui contient un aspect Tamazigh et ses impacts économiques, l'analyse normative, positive des droits de l'homme et la manipulation de certains concepts internationaux en matière de droits humains. Nous avons mentionné les initiatives internationales que nous avons lancées. Nous avons saisi l'ONU, nous avons saisi le FMI, nous avons saisi des chefs d'État. Donc ces lettres figurent dans le livre. À côté de ça, nous avons publié un livre, plutôt une série de nouvelles, c'est plus des nouvelles. Des nouvelles à l'époque, il fallait écrire quelque chose sur l'Algérie. Nous avons comme ça, c'est une fiction, nous avons parlé du Sud algérien. Donc voici on va dire comme ça, le dernier travail dans lequel nous avons participé. Et bien sûr, de niveau planétaire, c'est-à-dire qui concerne la Terre entière, là, c'était avec un professeur, il concerne la réorientation de l'USAID. L'USAID, c'est la réorientation de l'aide étrangère des États-Unis d'Amérique, bien sûr, c'est une approche analyse normative et analyse positive. C'est-à-dire, on sort de ce qui se dit dans les médias ou bien dans les déclarations de ministres ou bien des secrétaires d'État américains. Ça, on sort de ça, mais c'est ce qu'il y a derrière, comme de behind, de backstory. Donc, un mot rapide sur les ONG qui ont pignon sur rue en Algérie. Vous allez sur le site internet du NED, National Endowment for Democracy, site internet du NDI, the National Democratic Institute. Vous allez trouver tous les programmes qu'ils sont en train d'exécuter en Algérie. Vous allez les trouver. Ça, c'est pour les connus, c'est les plus connus. Ils ont formé en Algérie des Algériens pour faire de la sensibilisation, de la manipulation, de l'intoxication. C'est l'introduction de certains concepts de l'ultralibéralisme. Bien sûr, il faut faire la différence entre le libéralisme politique, le libéralisme idéologique et le libéralisme économique. Donc ça, c'est pour les ONG. Les plus connus en Algérie, c'est la NAD, NDI. Peut-être que les moins connus, c'est PODEM. Project on Middle East Democracy. Ça,
Promed, India, Nayad, ça, vous allez sur les sites internet, vous allez trouver, bon, les moins connus bien sûr, vous avez par exemple le Chatham House. Ça c'est un niveau supérieur, ça. Et vous avez encore des dictons que peu de gens connaissent, bien sûr, qui sont inconnus. Hein. Ils agissent en sourdine. Nous avons participé, nous avons été dans l'un d'eux, c'est-à-dire pas membres. Nous avons été invités, nous avons pu arracher une invitation pour y assister. Une anecdote comme ça. Donc, à la fin de la journée de travail, le protocole existe. Dans le protocole, on pouvait remercier les conférenciers. Donc, à la fin de la conférence, par respect, par politesse, ici à Montréal, donc nous avons été remerciés. Bonjour monsieur, félicitations, c'était bien. C'était un peu difficile, c'était compréhensible, pas compréhensible, etc. Des petites remarques comme ça. Généralement, c'est des remarques en 5 secondes, 10 secondes, hein, c'est thank you very much, bye, etc. C'était bon. À un ancien Premier ministre du Canada, hein, bon, nous avons parlé presque à tout le monde. Un ancien Premier ministre du Canada, on vous donne son nom, c'est Jean Chrétien. Monsieur le Premier ministre, merci pour votre discours, merci pour la clarté du discours. Maintenant, est-ce que vous nous permettez juste une petite question? Et l'Afrique dans tout ça? Sa réponse a été un sourire. Il a souri. L'Afrique dans tout ça. Parce que le séminaire, du moins, c'était pas un séminaire, hein, c'est One Day Workshop. Ça, il a souri, donc on a compris, parce qu'il s'agissait des projections de partage du marché africain sur 40 ans. Ça, c'était à peu près le... Il y avait bien sûr à côté, il y avait un gestionnaire de hedge fund, il y avait... Donc ce genre de séminaire, d'atelier de travail, il sert à passer le message de ceux qui décident des orientations politiques et économiques, qui sont généralement discrets, vers l'opinion publique. Et pour ça, ils utilisent des premiers ministres, des ministres, etc., pour faire passer ça dans les élections, etc., dans les politiques publiques, c'est comme ça. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, l'action de la France via la francophonie. Je vais dire un mot sur la francophonie normalement. Et Boutros Ghali quand nous parlerons de l'ONU avec M. Al-Khdar Brahimi. Donc, via la francophonie, la France missionnait des anciens ministres africains, du Congo, Côte d'Ivoire, quelque chose comme du Mali, pour faire avaler la pilule du franc CFA, c'est-à-dire dégonfler le fiducide. Un fiducide, c'est à peu près le génocide monétaire. Fiducide, sud c'est pour le nord de Mali, fiducide c'est fiduciaire. Hein. Donc il y a ça. Bon, très peu parlent des ONG russes parce que les ONG russes ont un problème de langue. Le russe n'est pas connu, n'est pas manipulé dans certains pays. La Russie utilise plutôt des chaînes de télévision ou bien des médias francophones ou anglophones. Hein. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis et pour lesquels on accuse la Russie. L'autre moyen, quand nous parlerons de guerre hybride, parce que l'Algérie est dans une guerre hybride, ça c'est clair, net et limpide, le concept de guerre hybride est un concept russe, hein, qui a été bien sûr paternalisé par l'OTAN. C'est-à-dire il a été repris par l'OTAN en lui donnant d'autres contenus, d'autres formes. Donc voilà. Donc l'Algérie est un enjeu planétaire, fait partie d'un enjeu planétaire dans ce qui se passe actuellement. L'Algérie est vraiment c'est un enjeu planétaire. Avant de parler de ces enjeux, nous allons essayer de dire un mot sur stratégique. Parmi les mots, les expressions ça dépend de l'interlocuteur, de la personne qui les prononce. Certains, on sourit, pour certains types de personnes, on sourit, pour d'autres, on cligne de l'œil, pour dire d'autres, on dit arrêtez là, vous allez sur un domaine que vous ne maîtrisez pas.
Quand nous entendons le terme équilibre géostratégique, nous avons envie de vomir. Équilibre géostratégique. C'est l'envie de vomir quand il est prononcé par certaines personnes. Les mots qui nous font vomir aussi, expertologue, politologue, on ne connaissait pas la définition de ça. Qu'est-ce que c'est qu'un expertologue? Qu'est-ce que c'est qu'un politologue? Expertologue, nous l'utilisons. Expert. C'est quoi expert là? Donc, équilibre géostratégique, pour nous, ça nous donne des envies de vomir. Équilibre stratégique. Ça, nous soutenons ce concept d'équilibre stratégique, parce que pour l'équilibre stratégique, quand il y a deux pays, on peut le modéliser. Trois pays, à la limite, au-delà de quatre pays, modéliser un équilibre stratégique. Beaucoup de Donc pour l'équilibre stratégique, nous acceptons l'expression, nous savons quels sont les modèles mathématiques qu'il y a derrière, donc nous pouvons là. L'Algérie, nous l'avons traité dans toutes ces vidéos, hein, nous en avons parlé dans ces vidéos, conférences. L'Algérie est pressée par les organisations supranationales, internationales, intergouvernementales ou informelles, elle est pressée par le haut, le FMI, Banque mondiale, l'ONU, le Club de Paris, le Club de Londres et d'autres, certaines organisations peu connues, font pression sur l'Algérie, c'est-à-dire sur le pouvoir en Algérie, sur les décideurs en Algérie. Et les ONG, par le bas, elles forment l'opinion publique, ce qu'on appelle l'opinion publique. Elles forment les gens. Disons, il n'y a pas d'opinion publique en Algérie. Elles forment les Algériens, les forment publiquement à Alger. Hein, ils ont été formés. Elles les forment. Donc, il y a une pression descendante du haut vers le bas, vers le peuple. Il y a une pression ascendante de l'opinion publique vers le haut. Donc, quand les deux pressions se frottent, ça produit une explosion s'il n'y a pas d'entente, s'il n'y a pas d'équilibre, s'il n'y a pas de compromis. Récemment, après ces événements, certains fascistes en politique algérien appellent à une situation de manifestation jusqu'à la fin, jusqu'au départ du système. Ça, c'est du fascisme. Il faut appeler au calme, il faut appeler à la raison, il faut appeler à la sagesse. Parce que l'Algérie, elle va être broyée. L'Algérie, après le si Messieurs l'Akhdar Brahimi et l'autre, quitte l'Algérie, ça veut dire que c'est la violence qui va y aller. Hein. Même si les Algériens décident d'aller vers la paix, il y aura des tentatives de création de violence. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne dans les pays. Des tentatives pour basculer les manifestations vers la violence. Et une fois les violences installées, c'est très bien, c'est le conflit armé qui va s'annoncer. Hein. Ça, c'est le conflit armé. Nous disons bien. C'est les balles, c'est les obus, c'est les bombardements qui vont s'annoncer. Donc nous avons terminé avec ça. Le concept de peuple, quand on parle de peuple algérien, ça paraît implicite, par défaut, c'est le peuple, c'est moi, c'est vous, ce sont les autres, c'est nous tous, etc. Ça c'est... Il y a un biais cognitif terrible. Le peuple algérien est formé du président de la République, des ministres, des généraux, des avocats, des médecins, des chômeurs, des travailleurs, des femmes au foyer, des enfants. Tout ça, c'est le peuple algérien. Donc, mais quand nous parlons de peuple algérien, ou bien plutôt dans les espaces, dans la télévision, les journaux, le peuple algérien, c'est les journalistes, c'est les juges, les magistrats, la police, la gendarmerie, tout ça. Hein, les contrôleurs d'impôts, les médecins, les infirmiers, les enseignants, tout ça, c'est le peuple algérien. Hein. Donc, ça, c'est le peuple. Donc, quand on dit le peuple algérien, nous ne devons pas penser automatiquement aux pauvres, aux chômeurs, à l'ocumène, là, aux malades. C'est les directeurs généraux, etc. Donc, il y a
ce biais cognitif qu'il faudra intégrer. De 2014 jusqu'à 2019, ça fait 5 ans maintenant, c'est la 5e année, la population algérienne est relativement stable. Le stable, hein. Il y a les corrompus, il y a les corrupteurs, il y a les patriotes, il y a les antipatriotes, il y a les fascistes, il y a les démocrates. Il y a tout ce mélange, hein. Il y a tout ce mélange. Certains ont mûri, certains ont changé de vie, certains ont évolué dans leur position, certains sont allés vers des positions plus extrêmes, etc. Tout ça. C'est comme ça qu'il faudra, c'est-à-dire quand nous parlons de peuple algérien, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, Monsieur El Khadar Brahimi, maintenant, nous allons nous avons parlé de l'ONU, nous avons parlé de certaines fonctions, comment elles fonctionnent. Nous avons parlé du FMI, de la Banque mondiale, dans des termes assez simples, accessibles. Avec vous, Monsieur El Khadar Brahimi, nous allons passer directement dans le feu, là. La proposition actuelle, la solution proposée actuelle est excellente. Elle nous permet de jouer la montre, de gagner du temps. Elle est excellente. Cette forme de transition politique un peu hybride, etc., nous allons la démolir après. Elle est excellente. Tant qu'il n'y a pas une autre solution, elle est excellente. Mais maintenant, il y a la solution qui vient de c'est une expression du président de la France, de ceux qui décident en Algérie. Il y a la solution qui vient de ceux qui manifestent. Dans les manifestants, il y a tout. Il y a ceux qui sont manipulés, il y a les honnêtes, il y a les patriotes, il y a les amoureux de l'Algérie, et il y a ceux qui veulent passer du temps. Il y a une solution par là, une solution par là. Dans le côté du peuple, c'est une excellente solution. C'est ce qu'on appelle une situation indécidable. Une solution indécidable. Quelle est la meilleure solution des deux? Entre les deux, quelle est la meilleure solution? C'est indécidable. Donc maintenant, pour nous, chers compatriotes d'Algérie, il faut donner le temps à la raison de s'exprimer. Il faudra donner du répit. Manifestation, vous avez le temps de refaire les manifestations après. Monsieur El Khadar Brahimi, nous allons essayer d'être un peu assez séquentiel avec vous, assez séquentiel pour la clarté. La situation algérienne n'est pas compliquée à analyser, n'est pas du tout compliquée. Elle est complexe à démêler parce qu'il y a énormément de facteurs, de variables. Votre venue en Algérie nous a pressenti, il y avait quelque chose là, Monsieur El Khadar Brahimi, avec toute la carrière que vous avez derrière vous. Hein. Mais la nomination de M. Ramtan El-Amamra comme vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a été un choc exogène sur la grille d'analyse terrifiant. C'est votre action, elle était dans l'air. Mais c'est sa fulgurance qui nous a surpris. Fulgurance. Monsieur El Khadar Brahimi, avant de nous installer au Canada, nous avons fait d'abord un court séjour au Canada. Nous sommes venus au Canada, nous sommes restés 5-6 mois après. Nous sommes rentrés en Algérie pour un séjour assez au Canada. En mai 2009, vous avez animé une conférence à l'Université du Québec à Montréal. Nous avons assisté à cette conférence. C'était sur les missions de l'avenir de la paix dans le monde. Parce que vous avez été missionné par Boutros Ghali sur ce projet. Après Boutros Ghali, c'était Kofi Annan. Nous nous excusons sur les années, les noms, on est assez difficile. Donc dans cette conférence à l'UQAM, en mai 2009,
dans la période des questions, aux questions des Canadiens. Du moins, des Canadiens, des étrangers, on va dire comme ça, des non-algériens. Vos réponses étaient monotones, le ton plat, calme, avec beaucoup de sérénité. Peut-être que aussi les questions n'étaient pas vraiment violentes, là, n'étaient pas choquantes, n'étaient pas très offensives. À un certain moment, nous avons sollicité notre pour une question, nous a été accordé avec le modérateur qui était avec nous, nous le connaissions, hein. C'est un Canadien, nous le connaissions. Il nous connaît. La question doit être courte. Ne vous inquiétez pas, monsieur, la question sera très courte. Nous vous avons posé la question suivante. Faut-il exclure les dictatures de l'Assemblée générale des Nations Unies ? Mai 2009. De nous, exclure les dictatures de l'Assemblée générale des Nations Unies. Avec un ton assez élevé, vous avez compris. Il y a des personnes comme vous qui ont soulevé ce type de questions. Ce qui m'intéresse, il y a des personnes comme vous. C'est le comme vous là qui nous a surpris un petit peu de votre part. Ok, par politesse, par respect, par dignité, parce que nous sommes algériens. Nous avons préféré ne pas envenimer la situation. Mais juste après notre question, un autre compatriote vous a posé une question sur l'autonomie, l'indépendance. L'autonomie, il y avait eu autonomie ou indépendance, hein, l'un des deux sujets ou bien les deux. En entamant sa question, il y avait eu un début de fawda, de bruit là. Dans l'amphithéâtre à salle de conférence de l'UQAM, nous avons profité de l'occasion pour nous éclipser. Nous avons profité de l'occasion de nous éclipser. Mais nous pensons que durant le mois de mai même, ou début juin, puisque nous signions à l'époque des papiers pour le quotidien d'Oran, nous vous avons réservé maximum 2 phrases pour ceux comme vous. Maintenant, nous vous reposons la question. Est-ce que l'exclusion des dictatures de l'Assemblée générale des Nations Unies est une option solution pour la paix dans le monde? Monsieur Ladar Brahimi, la dernière mission que vous avez exécutée, l'une des dernières missions que vous avez exécutées est la mission en Syrie. Vous l'avez exécutée après la démission du secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Il a démissionné parce que pour lui, il n'y avait plus de solution. Et en dernier recours, ils vous ont envoyé, quand on dit ils vous ont envoyé en Syrie, nous pensons plutôt aux délégations des pays membres, des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et aux organisations influentes, informelles, qui agissent à l'ONU, ou bien en dehors de l'ONU. Allez-y, dernier recours. C'est-à-dire, tenons, il y a eu la conférence de Genève, conférence de Vienne, conférence d'Astana. D'Astana, la Syrie, maintenant, la Syrie, elle a pour un siècle pour redevenir un pays. Un siècle. Parce qu'il faudra reconstruire le peuple, il faudra le former, il faudra remettre le sentiment patriotique dedans, dans ses cœurs, là. Ça va demander 75 ans, un siècle. Donc, vous avez exécuté une mission en Afghanistan. Vous connaissez maintenant la situation de l'Afghanistan. C'est un pays où la cocaïne est devenue comme du pain. Vous avez exécuté. Pour les autres missions, Rwanda, Soudan, Sud-Soudan, non. Mais vous avez exécuté une mission. Mission de Tabout sur la paix. Mission de paix aux Nations Unies, vous avez dirigé un panel d'experts, comme ça, panel d'experts,
d'experts pour le compte de l'ONU. Donc, vous avez fait des propositions pour le secrétaire général de l'ONU. À l'époque, c'était M. Boutros-Ghali ou Kofi Annan. Ils ont chevauché. Hein. Donc, nous avons travaillé sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, nous avons cité rapidement votre rapport sur la paix, sur les missions de paix pour le secrétaire général. Donc, nous l'avons cité dans notre groupe, donc pour l'ONU qui favorise la paix, etc., qui agit pour la paix internationale, etc. Nous l'avons cité. Dans le monde de la diplomatie, il y a des anecdotes. Quelle a été la réponse de Bill Clinton à Boutros-Ghali quand il lui a suggéré de doter l'ONU de forces militaires? L'ONU dispose d'un état-major militaire. Maintenant, il fallait le doter de troupes, c'est-à-dire de soldats. Là. Quelle a été la réponse de Bill Clinton à Boutros-Ghali? Il lui a dit, monsieur, nous avons besoin d'un secrétaire et non pas d'un général. Ça, cette anecdote montre le niveau de pression qui s'exerce sur l'ONU, sur ce que peut faire l'ONU. Donc, et bien sûr, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU ne fonctionne, n'aboutira pas. Il y a eu le rapport de Zahir Tana. Zahir Tana, c'est un Afghan, mais qu'on ne voit pas en Afghanistan. C'est-à-dire la nationalité et la compétence ne favorisent pas forcément le patriotisme, l'action pour le pays d'origine. Zahir Tana, il a fait un travail, il a déblayé le terrain, il a fait un travail immense pour la préparation de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire l'adjonction de membres permanents et de membres non permanents. C'est Zahir Tana, c'est un Afghan. Ensuite, il y a eu le rapport Badinter, français. Vous comprenez aisément que dans le rapport Badinter, il y a eu des propositions. Mais tout a été fait pour que la France demeure membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, droit de veto. Donc, mais vous savez mieux que nous que la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU ne pourra pas se faire de veto pour deux raisons. L'article 103 de la charte provisoire et l'article 57, dans ces deux articles, il y a le mot ennemi. Le jour où ce mot ennemi sera proposé à l'abrogation, cela on pourra peut-être que la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU sera possible. Le mot ennemi. Et vous savez à qui il fait référence. Il fait référence au Japon et à l'Allemagne. Il y a bien sûr d'autres problèmes, Japon et l'Allemagne. Donc on parle d'accorder un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU à l'Union européenne. Il y a un non-sens juridique parce que l'Union européenne n'est pas un État. N'est pas un État. Maintenant, on parle d'un conjoint Allemagne-France. Donc voilà. Maintenant, tout ça sur l'ONU. Vous allez nous dire où est-ce que je veux en venir. Est-ce que l'Algérie peut solliciter l'ONU? Oui, elle peut le solliciter. Nous avons sollicité le secrétaire général de l'ONU pour une mission de prévention de conflits. Mission de prévention de conflits en Algérie, dans le sud algérien. Qu'est-ce que vous attendez pour la demander? Ça, c'est... Donc, est-ce que nous allons le relancer après? Oui, nous pensons que nous allons le relancer après, mais par d'autres canaux. Sachant que nous avons, oui, nous nous sommes adressés aux représentants permanents des pays d'Afrique du Nord à l'ONU, via l'ambassadeur de Suède, du moins le représentant permanent de la Suède à l'ONU. Nous allons le faire. Sur le Khadr Brahimi, dans l'une
dans celle-ci, pour la paix en Algérie, non à son embrasement. Cette vidéo que nous avons faite, elle est de 6 minutes. Il y a des propositions. La solution que vous avez proposée, nous allons la soutenir jusqu'à preuve du contraire. Nous l'avons dit. Mais nous allons la démolir immédiatement. La première façon de la démolir, c'est de demander aux Algériens d'arrêter de manifester pendant 1 mois. Et de voir quelles sont les décisions qui seront prises. Votre venue en Algérie est salutaire, avec celle de M. Lamamra, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et vous en tant qu'agent de solution, et nous espérons que vous allez trouver la solution à la paix en Algérie. Sont un gage. Dès que vous quitterez l'Algérie, ça veut dire que c'est la violence qui va commencer, c'est la guerre. C'est une aubaine. Ça, c'est la deux. Nous sommes surpris par la nature des manifestations en Algérie. Nous sommes surpris par la nature des propositions qui viennent de ceux qui décident pour l'Algérie. Il n'y a pas de décision au niveau économique et particulièrement au niveau monétaire. L'Algérie est victime d'une guerre hybride. Le premier élément de la guerre hybride, c'est le taux de change. Les Marocains, les Tunisiens et l'Algérie, nous avons travaillé dans les chiffres. N'arrivent pas à s'entendre. Pas parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, on leur a ordonné de ne pas s'entendre. Même chose pour le fiducie et le franc CFA. Deuxième élément de la guerre hybride, la fuite de capitaux, etc. Tout ce qui est lié à la corruption, au transfert illicite de capitaux. L'autre élément de la guerre hybride, c'est l'inondation par des produits stupéfiants, la cocaïne, entre autres. La troisième phase, du moins l'un des éléments du conflit hybride, c'est créer la scission entre la décision politique et la souveraineté populaire, la proposition du peuple. Créer cette scission. En Algérie, il n'y a plus d'intermédiaire. Ça, c'est un élément de la guerre hybride. Le quatrième élément, du moins l'un des éléments de la guerre hybride, c'est les menaces par les sanctions. Si la Méditerranée est bloquée, les Algériens vont souffrir. L'autre élément de la guerre hybride, déclenchement des violences. Le dernier élément de la guerre hybride, c'est un conflit armé, une guerre. Monsieur Al-Hadar Brahimi, vous êtes membre du jury du Sultan international, ça veut dire institution. Mais vous ne trouvez pas de lucidité. Uppsala Conflict est un programme. Vous n'apparaissez pas là-bas. Donc, quand nous utilisons le terme de conflit, guerre, pour nous, c'est la même chose. Bon, mais nous savons qu'il y a des nuances énormes. Et qui sont très importantes. Très, très importantes pour l'application du droit international. Donc, la dernière phase, l'Algérie est dans la dernière phase, avant son embrasement. Et avant un conflit armé. Le conflit armé, difficile à saisir. D'où est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va venir maintenant du sud? Est-ce qu'il va venir de la Libye? Est-ce qu'il va venir de l'ouest du Maroc? Nous ne savons pas. Du moins, nous ne pensons pas. De la Tunisie, pas impossible. Il peut y avoir des mouvements. C'est des génies, ceux qui sont derrière ça. Hein. Donc, il y a ça. Donc, après la nomination du nouveau Premier ministre et du vice-premier ministre, nous avons demandé à ce qu'il y ait un décret pour les financiers et monétaires en Algérie. Parce que c'est la fuite de capitaux maintenant qui va se préparer. Au niveau des banques commerciales et des banques centrales, nous ne savons pas. Il y a un autre élément que nous avons demandé. Faire de la démonétisation dans l'état actuel de la chose, il est impossible parce qu'il n'y a pas d'autorité. Nous avons demandé l'arrêt de la distribution de l'argent, hein, c'est-à-dire de quantitative easing, c'est-à-dire la planche à billets là, il faut l'arrêter.
couler l'argent. Mais nous avons demandé au ministre des Finances et au gouverneur de la Banque d'Algérie de révéler la violence que détient l'Algérie sur la France. Parce que l'intelligence du président de la France a fait que les Algériens oublient les problèmes internes pour se concentrer sur ces déclarations hyper intelligentes. Mais quand un président est hyper intelligent, il peut produire aussi de la connerie. Il est intelligent, donc il peut produire une connerie. C'est dans la nature des choses. Donc en produisant cette intelligence, le président de la France a produit une connerie. Maintenant, les Algériens ont un moyen de négociation, ont un moyen de pression. Boycotter les produits français. Boycotter les produits français. Ça, c'est un premier élément. Et ça va faire la joie des Américains et des Russes. Joie des Américains et des Russes. Les Chinois, probablement, ils n'apparaissent pas beaucoup. Donc les Algériens peuvent dès à présent demander le blocage, exercer le boycottage des produits français en Algérie. Ils arrêtent. On n'achète plus de produits français. Nos compatriotes algériens, nous l'avons dit, en France, pourront faire du lobbying. Le président de la France a fait de l'Algérie son cheval de bataille. C'est intelligent, très intelligent. Mais à force d'être intelligent, il nous donne des solutions. Donc, les Algériens, les Marocains et les Tunisiens sont obligés d'aller vers de la coopération d'abord monétaire, politique monétaire. Parce que si l'Algérie sombre, la Tunisie va s'enfoncer encore plus, et le Maroc va s'enfoncer encore plus. Bien, le malheur, ce sont les Marocains et les Tunisiens qui vont se liguer contre les Algériens. Ils sont sous pression aussi. Le Mali, le Niger, la Mauritanie, n'en parlons pas. Le Tchad aussi. Le Tchad est quasiment colonisé. Une partie des forces Barkhane sont là-bas. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Burkina Faso ne sont pas sûrs. Donc, monsieur Al-Khadar Brahimi, votre venue en Algérie, votre présence en Algérie est salutaire. Mais, quand il y a une série de propositions, demande dissolution du Congrès, c'est-à-dire la Chambre basse et la Chambre haute. Il y a eu une opposition. Certains députés ont démissionné. Nous allons dire quelques mots sur les députés, là. Ont démissionné. Donc là, l'Assemblée nationale, le Congrès, le Sénat, etc., est-ce qu'ils sont valables juridiquement? Est-ce qu'ils sont en droit de siéger? Ça, c'est autre chose. Mais nous avons demandé le maintien des prérogatives constitutionnelles du président du Sénat, du Conseil de la Nation. Nous avons demandé la dissolution pure et simple et rapide, immédiate, des deux chambres, avec le maintien des prérogatives constitutionnelles du président du Conseil de la Nation, qui lui permettent d'assurer les fonctions de président de la République par intérim. Donc, en garantissant cette possibilité, c'est-à-dire en laissant cette voie, on ouvre la voie à une stabilité. En moi, il y a un représentant officiel, un très haut niveau, niveau numéro 1, présidence de la République, qui représente l'Algérie, même si c'est une ombre. Mais il est là. Il est là. C'est-à-dire, là, il peut orienter, il peut transmettre différentes orientations. Cette proposition a été rejetée. Elle était rapide. La réaction des conseillers de ceux qui décident pour l'Algérie maintenant a été d'une fulgurance extrême.
le maintien des prérogatives constitutionnelles du président de la nation. Elle a été. Celle-ci montre que les conseillers de la présidence de la République sont, premièrement, ils sont forts. Ils sont forts. Deuxièmement, ils sont habitués à des situations de conflit. À des situations de conflit. À des pays en crise, en situation de conflit. Et ils envoient les décideurs algériens, nous nous excusons pour la trivialité du mot, sur leur tête. C'est-à-dire, actuellement, il est impossible d'organiser quoi que ce soit en Algérie. On peut parler de président de la République. Soyons très simples dans le raisonnement, hein, soyons très simples. Nous pouvons clamser, mourir là dans 5 minutes. Peut-être que nous n'allons même pas terminer cet enregistrement et nous allons mourir. Vous, M. Brahim, vous pouvez mourir demain. Si le président de la République meurt, il sera le chef de l'État. Le chef d'état-major de l'ANP, il s'est mélangé les pinceaux. Il se mélange les pinceaux. C'est une source de malaise, d'impossibilité de trouver une solution énorme. Il nous annonce arrestation, un terroriste s'est rendu au sud, toujours au sud là. Un groupe de mafiosos sont en train de chercher leur Algérie, c'est-à-dire l'Algérie est devenue une baraque. Ils les ont arrêtés, découverte d'une cache d'armes, découverte de ceci et de cela. Et ce qui n'a pas découvert, ça c'est d'un côté, ça c'est le côté opérationnel, l'armée. Ensuite, il déclare que l'armée sera aux côtés du peuple. Et bien sûr, ça fait plaisir là. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de déclaration. Être l'armée qui soutient le peuple. Comme ça a prise pour argent comptant. C'est stupide. L'armée soutient le peuple. C'est le peuple qui doit soutenir l'armée. Parce que c'est le peuple qui défend la patrie. C'est le peuple qui doit protéger les soldats qui sont dans les frontières. Ça, c'est le. Ensuite, ça, c'est pour le caractère social, populaire du discours. Ensuite, que signifie-t-il? Ça veut dire que l'armée actuellement ne peut pas organiser un coup d'État? Bien sûr. La solution du coup d'État, l'Algérie, on a fait l'expérience. Hein? 65, 92, nous allons dire 99. Solution du coup d'État n'est pas une solution. Mais c'est une mauvaise solution. Bien. Ensuite, monsieur Brahimi, donc actuellement, l'Algérie est prise en étau. À la France a des problèmes économiques terribles dans le monde. La France est le pays qui va chuter, qui va entraîner l'Europe dans sa chute et risque de déclencher une guerre mondiale. L'Algérie dans une politique étrangère des plus scabreuses, illisible, brouillon, se retrouve avec des forces américaines qui contrôlent le territoire algérien, des forces françaises qui peuvent menacer le territoire algérien. Pas le protéger, parce que les forces françaises sont faites pour protéger les sources d'approvisionnement de la France, s'en foutent royalement du peuple. Elles se retrouvent prises sous l'emprise des Chinois, dans le cadre de Obori. Elles se trouvent prises sous l'emprise des Russes, avec l'aviation. Et maintenant, coordonner tout ça, c'est un peu difficile. Contre les Russes et les Américains, si les puissances se battent entre elles, les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, l'Angleterre, la France, se battent. Quand elles s'étripent, les puissances s'étripent, qu'est-ce qu'elles font?
dépaisse un pays, elle le massacre. Parce que leurs intérêts passent avant l'intérêt de ce pays. Donc, comme la Syrie a été massacrée, le Soudan, le Zaïre, Congo, le Congo, ce qui se passe actuellement en Amérique du Sud, la Syrie, l'Égypte, la Tunisie, et c'est enfoncé dans son histoire de Banque mondiale, constituant, etc. Bon, Dieu merci, la Tunisie est un pays fragile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit armé là. La Tunisie et le Maroc attendent l'Algérie. Parce qu'ils savent, ils dépendent de nous, leur survie. Leur mort, une survie dépend de l'Algérie. Donc, quand les puissances s'étripent entre elles, elles dépassent un pays, un, deux ou trois pays. Sur le Khadar Brahimi, l'Algérie, après le coup d'État de 92, l'Algérie est entrée dans un cycle de guerre civile. D'un conflit contre les civils, d'un conflit interne internationalisé, il peut épouser toutes ces caractéristiques, toutes ces définitions. En janvier 1995, nous excusons pour les dates et les années, nous sommes dyslexiques des lapsus. Nous pouvons commettre des lapsus. À Saint-Égidio, vous qui avez servi tout le pouvoir, tout le système algérien depuis l'indépendance, depuis votre adhésion à l'UGMA. « 95, Saint-Égidio. Contrat de Rome, contrat national. Hussein Ahmed a bataillé pour imposer le contenu, du moins pour imposer quelques mots dans le contenu. Nous avons travaillé dessus. Nous avons préparé une conférence pour la patrie. Hussein Ahmed n'a pas besoin de ça. Il est trop grand. Pour la patrie, après le deuxième anniversaire de son décès, pour la présenter bénévolement à New York. Pour la patrie, pour l'Algérie. Bon, bien sûr, il a raison, il a fait ça. Donc il a bataillé pour introduire certaines conditionnalités, certaines normalités. Garantie. Il y a le mot garantie dans le contrat de Rome que nous avons traité. Après le contrat de Rome, les vivants, ils sont tous vivants, contrat de Rome, peut-être mis à part Abdelhamid Mahri, Allah yarhamou, d'autres. Les gens sont vivants, ils peuvent parler. Comment est-ce qu'ils ont été retournés en Algérie? Et nous pensons, et nous avons la certitude que ce sont des personnes comme vous, de votre compétence, de votre gabarit, compétence. Comme vous, nous ne disons pas que c'est vous, nous n'avons aucune idée. Aucune idée, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. En tout cas, c'est des personnes comme vous, bien de votre gabarit. Maintenant, est-ce que vous êtes dans le process? Dans le process, certainement. Ça, nous pouvons le juger. Nous ne sommes pas au courant. Qui avait su transformer le contrat de Rome en processus onusien que vous avez traité dans votre mission de paix. Dans vos rapports de mission, l'avenir de la paix, les missions de paix. C'est ce qu'on appelle les DDRR. DD, c'est pour Demilitarization and Disarmament. And RR, c'est pour Reintegration, Reinsertion, Rehabilitation, Reintegration, Reinsertion, etc. Qu'est-ce qui a manqué dans ce DDRR, DDRR? Qu'est-ce qui a manqué? Il a manqué la justice. Alors que dans les opérations de justice, les opérations de paix, ce qui est peace building, peacekeeping, ok? Peacemaking, peace building, peacekeeping, tout ça. Il y a toujours un module, un cluster de justice. En Algérie, paf, il a été sauté. C'est pour cette raison que après le contrat de Rome, et même durant le contrat de Rome, Hussein Ahmed a subi un
lynchage en Algérie, nous avons un souvenir clair. Il a été lynché pendant que le pouvoir continuait à négocier, à remodéliser le contrat de Rome. Nous disons bien, il a remodélisé le contrat de Rome en processus onusien. DD, RRRR, vous pouvez mettre 102 modules. La justice et la reddition de comptes. Justice et reddition de comptes. Strasbourg. La justice aurait permis aux Algériens, à toute l'Algérie, de posséder des blessures. La reddition des comptes doit remettre la reddition de comptes, c'est pour dire qui a fait quoi, qui a pris quoi, parce qu'il y a eu des milliards qui ont été dépensés. S'ils ont été dépensés, ils sont allés dans les poches de quelques-uns. Donc, monsieur Al-Khadar Brahimi, nous allons essayer de synthétiser tout ça. Nous avons une première chose. Dans la campagne électorale actuelle, prévue puisqu'elle a été annulée, il y a un général qui est candidat. Simple, clair et net. Nous sommes Algériens. Nous allons raisonner comme des Algériens. Yahlif, il jure, avant de prêter serment s'il est élu président de la République, Yahlif maintenant, durant la campagne électorale, qu'il n'a pas été approché par les forces étrangères, par les puissances étrangères, d'une manière directe ou indirecte. Yahlif, simple. Yahlif. Non, Yahlif, je peux jurer que nous avons contacté des chefs d'État, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, d'autres personnalités, d'autres professeurs d'université, que nous avons contacté le PNUD, que nous avons été en contact très avancé avec le PNUD, mais malheureusement, à un certain moment, nous avons commis une bourde. Au lieu d'envoyer certaines références, nous avons envoyé notre Facebook. Tac, c'est la croix. Nous avons envoyé notre Facebook. Donc, il y a un général candidat. Donc ça, c'est un élément dans la loi électorale. Comme quoi un candidat n'a pas été abordé par les forces étrangères. Vous savez, bon, c'est banal. La Russie, les États-Unis, la France, Congo, le Burkina. Il y a pas mal d'histoires avec Cambridge Analytica. Pas mal d'histoires. Comment est-ce qu'on fabrique un président? Donc, cette position, nous vous proposons, en appelant les Algériens à arrêter les manifestations et à les reprendre après. Sachant qu'ils sont manipulés, il y a une immense manipulation. Et dans un but de paix, nous savons qu'ils ont gagné pendant 7 ans, de 2011, 2012 jusqu'à 2018-19. Ils ont gagné par la paix, ils ont gagné, ils ont résisté. Notamment, malheureusement, la résistance, ça n'arrange pas des intérêts. Les intérêts de la France, les intérêts des États-Unis, de la Chine, de l'Angleterre, des barons, des mafias qui sont à l'intérieur du pays, etc. Ça n'arrange pas ça. Donnons avec ce feu-là qui a pris en Algérie, le feu a pris. Quand vous voyez des magistrats qui font acte de repentance, oui, c'est excellent pour l'avenir. Il faudra parler, il faudra citer, il faut dire qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi tu as envoyé des Algériens en prison? Bref, prison, ça c'est une longue histoire. Nous vous proposons de remettre les prérogatives constitutionnelles du président du Conseil de la Nation et la dissolution des deux chambres de l'Assemblée du Congrès. Pourquoi? Parce que les Algériens, nos compatriotes, en 2016, les dernières élections législatives, ont fait une immense bêtise. Ils ont voté, ils ont élu des députés qui ont voté des lois contre eux. Bon, la Constitution, nous n'allons plus la traiter de bâtard. Parce que, explicitement et implicitement, en proposant la nouvelle Constitution, vous le reconnaissez.
Les députés qui ont été élus par le peuple ont voté des lois contre le peuple. Ça, nous l'avons dit. La santé, la future sur l'éducation, les investissements, tout ça, hein. Ils ont accepté les contributions de la Banque centrale. Les avalisés son truc. Donc, maintien des prérogatives constitutionnelles du président de la Nation et dissolution. Les deux assemblées, d'ailleurs, sont complètement disloqués là, hein, des députés de Monde, etc. Reconnaître que toute l'agitation autour de Tamazerte, etc., était une opération de diversion. Ça, nous en avons besoin. Parce que sans ça, nous allons traîner encore Tamazerte, la langue, dans la poubelle, et la majorité, nous allons la mettre. Nous allons éviter le mot. Monsieur Al-Khadar Brahimi, nous vous demandons de remettre les attributions constitutionnelles du président de la Constitution, d'entamer la discussion sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Si les Algériens arrivent à s'entendre sur la dotation de leur patrie avec un hymne national bilingue en arabe et en tamazight, cela signifie qu'ils vont pouvoir avancer vers des problématiques plus complexe, parce que la problématique de l'hymne national, elle est dans la symbolique, elle est dans la joie, elle est dans la fierté. Nous, chez les Faïsad, nous ne revendiquerons jamais Tamazigh, jamais. Nous le sommes. Monsieur Al-Khadar Brahimi, la proposition d'une nouvelle constitution elle-même est une abjection. Proposer une nouvelle constitution aux Algériens. C'est aux Algériens de définir le contenu de leur constitution et nous ne parlons pas de constituante. Il y a d'autres mécanismes pour les définir ensuite, pouvoir parler d'un pouvoir constituant. Parce qu'il y a des mots, là, et les gens les utilisent pour le besoin, pour le plaisir de les utiliser, parce qu'il est beau, constituant. Ça fait beau, ça fait truc. Il y a d'autres moyens pour avancer. Parce que dans les propositions algériennes, des Algériens pour une nouvelle constitution, probablement qu'ils vont arrêter avec un régime semi-présidentiel, comme l'actuel. Peut-être qu'ils refuseront le poste de président et de vice-président. Peut-être qu'ils souhaiteraient aller dans une monarchie. Ils veulent installer en Algérie un roi. C'est leur droit. Ils veulent installer en Algérie une principauté. C'est leur droit le plus absolu. Ils veulent aller vers un régime parlementaire pur. C'est à eux, là. Ils veulent instaurer une dictature. La dictature est le régime politique optimal. Nous répétons, la dictature est le régime politique le plus optimal. La démocratie vient en deuxième. Nous le répétons, hein. Nous allons choquer. Nous allons choquer. La dictature est le régime politique optimal. Arrêtez. Ne proposez pas de constitution. Maintenant, oui, dans la future constitution, c'est ce que nous avons défendu. Il faudra enlever trois aspects de toute discussion publique. C'est-à-dire rendre toute discussion à propos de sujets extrêmement complexes. Il faut la rendre. C'est comme les amendements aux États-Unis. La gratuité de l'éducation, la gratuité de la santé en Algérie et la conscription. Tant que l'Algérie n'est pas sortie de ce développement et actuellement elle est envoyée dans un processus de paupérisation, c'est-à-dire dans un processus qui va faire d'elle qui va lui faire rejoindre le groupe des pays moins avancés, ces trois doivent être constitutionnalisés. Donc, la Constitution, on ne pouvait pas prendre président et vice-président. Nous voulons une monarchie. Nous allons une principauté, un régime parlementaire, une dictature. Nous voulons ça.
Donc, la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Maintenant, pour donner des garanties, nous pouvons faire des concessions sur tout. Nous avons dit que nous avons fait la proposition que si nous devenons ministre de l'économie, du commerce international avec des attributions de la Banque centrale, du gouverneur, nous allons surévaluer le dinar algérien par la dévaluation du dollar américain de 56%. Comme signe de garantie comme quoi les conseillers de l'Algérie et ceux qui prennent les décisions pour l'Algérie maintenant ont repris la décision souveraine, doivent faire un signal. Surévaluer le dinar de 25 à 30%, et s'ils ont peur d'aller vers une dévaluation de l'ordre de 56%, c'est légitime. Nous comprenons cette part. Mais qu'ils donnent un signal comme quoi ils sont prêts que la dévaluation du dinar est un instrument criminel de la guerre hybride, qu'ils donnent un signal en surévaluant de 25%. Pour le reste, de 25 jusqu'à 56%, là, il faut faire la petite division. 56 divisé par 1,25 pour trouver le taux, là. Nous allons le faire. Et ils vont nous buter. Condition. Tamazir. La mazirité de l'Algérie et non plus Tamazir. Un hymne national bilingue. Nous le répétons, c'est deux fois rien. Monsieur le Khadar Brahimi, nous allons supplier les Algériens de demeurer pacifiques et de donner du temps à la raison en arrêtant les manifestations. Non, là, ils ont voté pour. En 1999, ils ont voté démocratiquement, même s'il y a eu des trafics, etc. Ils ont voté démocratiquement. Ils ont choisi une dictature. Là, maintenant, ils ont changé d'avis, ils n'ont plus besoin de cette dictature, ils veulent voter pour avoir une démocratie. Ben, il faut leur donner cette expérience, cette chance de voter pour la démocratie. Ben, ensuite, ils verront, dans 5 ans, 10 ans, est-ce que le régime démocratique est bon? Ça, c'est la première. Deuxième, ils verront est-ce que les puissances étrangères et tous les Algériens sont d'accord sur ça. Parce que les puissances étrangères ne veulent pas de démocratie. Vous avez l'exemple du Venezuela, du Brésil, de l'Italie, de la France. Ah, s'ils ne veulent pas, non. Si on ne veut pas de démocratie, si la démocratie en Algérie ne les arrange pas, elles vont charcuter les Algériens. Monsieur El Khadar Brahimi, vous avez servi dans l'ONU, vous avez servi dans ce qui est appelé le système algérien. Vous êtes mieux placé que nous sur certains aspects. Maintenant, le patriotisme ne se mesure pas. Nous aimons notre patrie d'un amour pur. Il est aussi pur que celui de Hussein Ahmed, il est aussi pur que celui de Lounas Mahtoub. Il est plus violent que celui de Hussein Ahmed, mais moins violent que celui de Lounas Mahtoub. Monsieur El Khadar Brahimi, vous êtes le thermomètre de la guerre. Nous disons bien la guerre et la sagesse et la raison des Algériens. Et la force de ceux qui vont vous soutenir. Malheureusement, nous avons tenté de contacter monsieur Mustafa Bouchachir pour voir un petit peu qu'est-ce qui se trame là, parce que c'est pas du tout clair au niveau des manifestations, déclarations à tort et à travers là. Malheureusement, M. Bouchachir, peut-être, il n'a pas jugé intéressant de nous recontacter. Monsieur El Khadar Brahimi, le vice-premier ministre, M. Lamamra, il a un croix de cou, hein. Ce n'est pas une menace ou quoi que ce soit. Et sa nomination est extrêmement dangereuse pour l'aspect guerre économique, avec les investissements directs étrangers, la monnaie, etc. Sa nomination était excessivement dangereuse. Il ne sera pas reçu en France. Pourquoi? Parce que
Les ministres mouvants de français, là, les ministres comme Le Drian, là, ils peuvent faire partie d'un régime fasciste. Ils ne sont pas crédibles. C'est affreux la responsabilité qu'ils portent sur les épaules, sur la tête. Et il n'y a que le patriotisme qui lui fera prendre les bonnes décisions. Si vous, M. Brahimi et M. Lamamra, si réellement vous aimez la patrie et si vous êtes des patriotes, vous allez envoyer des signaux. Sinon, nous allons continuer à travailler pour l'Algérie, pour la paix en Algérie. Nous allons continuer, quitte à laisser notre peau. Nous allons continuer à travailler pour l'Algérie. Ce ne sera qu'une dette que nous allons payer. Nous allons recontacter des chefs d'État, nous allons tenter de donner des conférences, bien sûr. Des conférences où ça sera plus solide, plus détaillé que ça. Plus détaillé que ça, avec un peu de mathématiques, hein, parce que nous aimons les mathématiques, la poésie et la littérature. Monsieur El Khdar Brahimi, votre action à l'ONU, y compris celle de monsieur Lamamra, peuvent être capitalisées pour la patrie en Algérie, pour lui éviter un morcellement, une explosion. Nos compatriotes d'Algérie croiront que je suis défaitiste ou pessimiste. Non. Au contraire, nous sommes optimistes. Est-ce que l'Algérie peut devenir membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU? Nous disons bien membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto. La réponse implicite, explicite, directe, sans réfléchir est oui. Elle remplit toutes les conditions. Il y a 3 conditions pour devenir membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. On n'en a pas 36 000, parce que c'est pragmatique. 3 conditions. Être membre de l'Assemblée générale, être à jour dans ses cotisations et participer dans les opérations de paix. L'Algérie, on l'a fait. Mais sauf que l'ONU n'a pas été créée par un artefact électoraliste ou politique. L'ONU a été créée par des hommes qui ont fait une révolution contre le nazisme. Elle a été créée par Staline, Churchill, c'est ça, Roosevelt. On fait des révolutions. La France a été repêchée. La Chine, bon, c'était la révolution chinoise qui était à Taïwan à l'époque, qui a repris, qui était membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc la France, c'était vraiment le cadavre, le plus cadavre des cadavres. Il a été sauvé par la perfide Albion. La France n'était pas présente à la conférence de Téhéran, n'était pas présente à la conférence de Yalta, n'était pas présente à la conférence de Potsdam. Mais quand vous écoutez les discours d'Alain Juppé, au Conseil de sécurité de l'ONU dans la crise syrienne, la première phrase, il donne le tempo là. Ce qui s'annonce est une révolution. Et les Français ne veulent pas de ces révolutions dans les pays arabes, en Afrique du Nord, parce qu'elle a été expulsée du reste de l'Afrique par les États-Unis. Elle a été expulsée par la Chine. Et elle ne peut pas faire face à la Russie. Allez, je a dit une partie. Le travail de sape contre Hosni qui a été fait par Hervé de Charette. Du fascisme. À nos chers compatriotes d'Algérie, nous vous invitons à donner du temps à la raison, à la sagesse, en suspendant ces manifestations. À M. El Khdar Brahimi,
en même temps la Mamara, donnez des gages, envoyez des signaux. Envoyez des signaux pour la paix en Algérie. Sinon, nous allons nous embraser. Sérieux. Embraser le pays, la patrie qui a donné une révolution humaine, une révolution universelle à l'humanité. C'est un autre crime, c'est plus qu'un crime. La paix en Algérie, monsieur Lamamara, dans nos livres et dans les interventions vidéo que nous avons faites, nous vous avons proposé il y a les éléments de discussion. Nous sommes prêts, via des conférences, Skype ou visioconférences, peu importe le type, à discuter avec vous rapidement, bien sûr, hein, de des discussions sur quelques points. Nous allons négocier d'autres. En 2 jours, 3 jours, nous allons dialoguer sur 2 ou 3 autres points. En 2 jours, 3 jours, le temps de donner le temps aux gens de se reposer, de réfléchir un petit peu. Parce qu'actuellement en Algérie, il y a certaines personnes, les agitateurs, qui en mettent plein les yeux dans les médias, là. Il part chez lui, il prend une bière, un verre de vin, il dîne, il dort, et il réfléchit 30 secondes, et le lendemain, il sort. On fait ça et ça pour aller vers sa bière, vers sa mosquée, etc. Monsieur le Khdar Brahimi, parmi les signaux que vous allez donner encore, nous avons failli l'oublier. Vous ne pouvez pas appeler à une réunion extraordinaire des chefs d'État. Vous pouvez pas. Ça, vous ne pouvez pas. La râle, vous ne pouvez pas. Normativement, positivement, juridiquement, vous ne pouvez pas le faire. Appelez à une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères des pays d'Afrique du Nord. Appelez à une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine. Appelez à une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères et des ministres de l'Intérieur, des états-majors, des armées de la Méditerranée. Les armées, les états-majors, ils doivent se retrouver à Alger, de préférence à Alger. Il y aura de la... Nous allons jouer contre la montre, là. Nous allons dire les choses comme... Est-il possible de lancer... non. Appeler aussi à une réunion exceptionnelle des ministres des Affaires étrangères des pays arabes et insister auprès de l'Arabie Saoudite et du Qatar de coopérer pour la paix. Nous disons bien, insister auprès de l'Arabie Saoudite et du Qatar pour que ces 2 pays coopèrent en faveur de la paix en Algérie. Monsieur le Khdar Brahimi, il est très difficile de parler à partir de Montréal sur notre patrie en Algérie. Très difficile. Clôturer. Dans notre village, il y avait un chasseur émérite, chasseur terreur d'élite émérite, exceptionnel, paix à son âme. S'il avait participé aux Olympiades de tir, il aurait probablement la médaille d'or ou la médaille d'argent. Un de ses amis, qui est un fusil de chasse, et il partait avec lui pour être formé à la chasse, comment chasser, comment se positionner, comment tirer, comment viser, etc. Donc après une série de chasses, du moins de parties de chasse. Une fois, son ami, l'ami à ce chasseur émérite, paix à son âme, a tiré, il a tué un lièvre. Heureux, il a été prendre ce lièvre, il l'a montré à son professeur de chasse. Il a dit, je viens de le tuer, c'est mon premier lièvre. Ce professeur de chasse lui a répondu à son élève là, il a dit, de 2 choses l'une, ou ce lièvre est un idiot ou il dormait. Donc nous allons continuer à tout faire pour éviter le coup de feu du chasseur et pour éviter que les Algériens soient des lièvres et pour les maintenir toujours éveillés et non idiots. Parce que
ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Donc, voici pour la conclusion, monsieur. Tous nos compatriotes d'Algérie, monsieur Lakhdar Brahimi, les vies privées et les dignités humaines sont sacrées. Il y a des aspects de vie privée qui sont très lourds, qui ont des effets sur la pratique politique. Bon, vous en connaissez. Nous ne mangerons jamais de ce pain. Même si très lucratif, jamais. Les vies privées, les dignités humaines sont sacrées. Et bien sûr, nous aimons notre patrie. Nos amitiés de Montréal à vous tous et notre solidarité à vous tous, nos chers compatriotes d'Algérie.